Ce matin-là, l'atmosphère du tribunal semblait plus glaciale que d'habitude, l'air était saturé de l'odeur stérile de l'encaustique et d'une tension palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle avant de choisir leur camp. Derrière moi, j'entendais le déclic des appareils photo dont les flashs se reflétaient sur la plaque en laiton gravée au nom de « Juge Valérie Martin », amie de ma mère. Naturellement, Hélène Delacroix, adjointe au maire et figure politique locale incontournable, était assise de l'autre côté de l'allée, sa posture étudiée, le menton levé avec cette grâce politique qu'elle maîtrisait à la perfection. À ses côtés, Pierre Delacroix, mon père, évitait soigneusement mon regard, comme si le silence pouvait masquer sa culpabilité. Son avocat, Maître Lenoir, arrangeait ses dossiers avec le calme olympien de celui qui croit la victoire déjà acquise. Puis vinrent les mots qui blessèrent plus profondément que n'importe quelle attaque juridique, cette fille ne sait que gaspiller ce qu'elle ne mérite pas. Cette fille, c'était moi, Camille, la fille qu'elle avait ignorée pendant des années et qui représentait désormais l'unique obstacle entre elle et la fortune que ma grand-mère, Jeanne Boulanger, m'avait léguée par testament. Ce n'était pas l'avidité qui me glaçait le sang, mais l'aisance avec laquelle elle faisait preuve de cruauté. La juge hocha discrètement la tête, presque imperceptiblement, et l'avocat sourit, arborant ce petit rictus suffisant des hommes qui pensent que les relations l'emportent sur la vérité, mais je me préparais à cet instant depuis le jour où j'avais appris que la justice dans les quartiers huppés de Valmont-sur-Seine avait souvent un prix. Mon pouls s'est calmé, ma voix n'a pas tremblé et lorsque je me suis levée, le bruit de ma chaise raclant le marbre a résonné comme le début de la fin, 2 mots suffisaient pour clore ce spectacle, révélation de conflit d'intérêts. Si vous avez déjà vu quelqu'un transformer sa propre famille en arme de guerre, vous voudrez entendre la suite, alors cliquez sur j'aime, partagez vos impressions en commentaire et abonnez-vous, car ce qui a suivi dans cette salle d'audience a réécrit tout ce qu'il croyait pouvoir contrôler. Mon enfance ne m'a jamais semblé être un commencement, mais plutôt une longue attente dans une maison construite pour les ambitions de quelqu'un d'autre. Valmont-sur-Seine était parfaite en apparence, avec ses pelouses taillées au millimètre et ses familles polies, mais à l'intérieur de notre demeure, l'affection était rationnée comme un parfum de luxe. Ma mère, Hélène Delacroix, traitait la chaleur humaine comme une stratégie politique, tandis que mon père, Pierre, vivait dans l'espace silencieux que son ambition laissait derrière elle. J'ai appris très tôt que le silence lui plaisait, que son approbation s'obtenait par l'immobilité, l'obéissance et l'invisibilité. Mais Jeanne Boulanger, ma grand-mère, ne m'a jamais demandé de me taire pour m'aimer, elle apportait le soleil dans chaque pièce, sentant toujours le cèdre et la lavande. Ses mains étaient fermes, son rire sans filtre et sa gentillesse délibérée. Elle disait toujours, l'argent doit servir une cause, pas l'orgueil. Jeanne avait fondé une petite association locale qui offrait des bourses aux étudiants méritants du département. Je la suivais là-bas chaque week-end, les murs étaient couverts de photos des diplômés qu'elle avait aidés. Il me rappelle pourquoi nous sommes ici, disait-elle. Je ne comprenais pas alors, mais je comprends maintenant. Hélène et Jeanne ne partageaient rien d'autre que le sang, ma mère voyait la générosité comme une faiblesse, ma grand-mère comme un devoir. Quand les élections approchaient, Hélène devenait une version scénique d'elle-même, posture parfaite, sourire répété, discours sur les valeurs familiales qu'elle ne pratiquait jamais. Jeanne restait loin de ces événements, qualifiant cela de théâtre. Leur éloignement est devenu définitif bien avant que je sois assez grande pour choisir mon camp. Jeanne n'étalait jamais sa richesse, mais elle en avait, des années d'investissements avisés l'avaient rendue indépendante d'une manière que ma mère ne pouvait pas contrôler, et cette indépendance irritait Hélène plus que la pauvreté ne l'aurait jamais fait. Quand l'oubli a commencé, c'était minime, égarer des clés, répéter des histoires, perdre la notion des jours. Au début, j'ai blâmé l'âge, puis j'ai appris le mot Alzheimer et mon monde a basculé. J'avais 22 ans quand Jeanne a vendu sa grande maison pour s'installer dans un pavillon en lisière de ville et j'ai emménagé avec elle. Ma mère n'a pas protesté, c'était pratique pour ses campagnes électorales. Ces 2 années sont devenues mon éducation à l'amour. L'esprit de Jeanne vacillait comme un vieux film, sautant des scènes mais ne perdant jamais le ton, même quand elle oubliait mon nom, elle souriait comme si son cœur se souvenait encore. Elle fredonnait de vieilles chansons françaises pendant que je payais les factures et préparais le dîner. J'ai appris la patience dans la répétition, le courage dans l'épuisement et la grâce en la regardant s'éteindre sans amertume. Hélène ne visitait que lorsque les caméras étaient là, elle amenait des photographes, des fleurs et une fausse inquiétude.
Les infirmières chuchotaient sur son apparence impeccable, comme si la présentation valait l'affection. Je restais silencieuse car la colère était inutile contre quelqu'un qui transformait la culpabilité en image de marque. Le dernier hiver fut le plus calme. Jeanne parlait moins, dormait plus et tenait ma main plus longtemps. Une nuit, j'ai trouvé ses vieux carnets, des lettres, des recettes, des discours jamais prononcés et parmi eux, une enveloppe scellée marquée « Pour Camille ». À l'intérieur se trouvait une lettre et un testament notarié, elle me léguait tout, son patrimoine, ses économies et la fondation. Elle avait écrit que la gentillesse devait être héritée de la même manière que l'argent, sinon elle disparaîtrait. Quand elle est partie ce printemps-là, la maison m'a semblé plus grande mais je n'ai pas pleuré car le deuil vivait avec moi depuis des mois déjà. J'ai organisé les obsèques seule. Hélène est arrivée en soie noire, saluant les donateurs avec une tristesse prête pour les objectifs. Son discours sur l'unité familiale a suscité des applaudissements polis qui m'ont noué l'estomac. Pendant un temps, la paix a existé dans la paperasse, je gérais la succession, répondais aux condoléances et commençais à diriger la fondation de Jeanne. Puis une lettre recommandée est arrivée à ma porte portant le logo du cabinet Maître Bernard et Associés, l'avocat de ma mère. Quelqu'un lui avait parlé du testament. Ce soir-là, elle est arrivée sans prévenir. Je me souviens du claquement de ses talons sur le parquet, du tremblement dans l'air quand elle a vu les documents. Le masque de grâce publique a glissé de son visage, révélant quelque chose de plus tranchant que le chagrin. Le pouvoir ne porte pas le deuil, il complote. Dans ses yeux, je n'étais plus sa fille, j'étais l'erreur qui se tenait entre elle et le contrôle. Ce jour-là, j'ai réalisé que l'amour dans notre famille avait sauté une génération et que celle qui m'avait chérie était partie. Ce qui restait était le début d'une guerre que je n'avais pas choisie mais que je devais finir. Dès le début de l'automne, la paix n'était plus qu'une rumeur. Les collines autour de Valmont brillaient d'or, feignant le calme, tandis que la tension montait en dessous. Ma mère avait retrouvé son rythme, non pas dans la maternité, mais dans une guerre déguisée en politique. Cela a commencé par des murmures qui ont fini par avoir leur propre nom, suivis d'articles habillés de compassion mais conçus comme des pièges. Une fille hérite d'une fortune sur fond d'inquiétude familiale. Chaque ligne suggérait la manipulation, chaque photo était placée à côté de mots comme avidité et trahison. À Valmont-sur-Seine, la rumeur était une monnaie d'échange et la conseillère Hélène Delacroix le savait mieux que quiconque. Elle façonnait la sympathie comme une politique publique, son sourire chronométré pour les gros titres. Je n'avais pas besoin de confirmation, les empreintes de sa stratégie étaient partout. Mon père a appelé une fois, la voix prudente, demandant si je pouvais résoudre les choses discrètement, il ressemblait à quelqu'un qui négocie avec une tempête. J'ai mis fin à l'appel doucement. Le chagrin n'était plus ma faiblesse, il s'était transformé en armure. J'ai engagé maître Alice Girard, une avocate dont le calme déconcertait les gens. Elle n'offrait pas de réconfort, elle offrait une procédure. Sa première instruction fut simple, documenter tout. Le but n'était pas de combattre l'émotion par l'émotion, mais la pression par la précision. Bientôt, des enveloppes arrivaient quotidiennement, menaces juridiques, exigences, insinuations d'abus de faiblesse. Chacune essayait d'épuiser plutôt que d'accuser. La machine de campagne de ma mère fonctionnait parfaitement, vider la succession avant même que le procès ne commence. Alice a mis de l'ordre dans le chaos. Nous avons créé un registre pour chaque appel, chaque déclaration, chaque indignation fabriquée. Ils veulent une réaction, me rappelait-elle, donnez-leur des archives à la place. Pendant ce temps, ma mère souriait à la télévision régionale, ses spots de campagne dégoulinaient de sincérité. Elle parlait de protéger le patrimoine familial et d'honorer les valeurs de sa défunte mère. La même main qui signait des motions contre moi gesticulait sur la moralité face aux électeurs. Valmont l'applaudissait. Je suis devenu le contraste qui la faisait briller davantage. Les journalistes attendaient devant mon bureau, feignant la curiosité. Le travail de la fondation était éclipsé par un scandale qui n'avait jamais existé. À travers le bruit, Alice restait inébranlable. Les faits, disait-elle, vieillissent mieux que les rumeurs. Alors nous les avons collectés, vieux relevés bancaires, registres de dons, archives de la fondation. Plus nous en rassemblions, plus le schéma devenait clair. Un nom apparaissait trop souvent pour être ignoré, la juge Valérie Martin.
Au début, j'ai cru à une coïncidence, la ville était petite, les professionnels se croisaient, mais Alice a trouvé des preuves de dons personnels constants de la juge aux campagnes d'Hélène, chacun soigneusement maintenu sous les seuils de déclaration publique obligatoire. La curiosité s'est transformée en certitude. J'ai commencé à fouiller dans les archives en ligne, les publications sociales enfouies, les photos de la presse locale. Encore et encore, elles apparaissaient côte à côte lors de galas de charité, de dîners privés. Leur sourire semblait naturel, pratiqué, synchronisé. Ce n'étaient pas des aperçus de professionnalisme, c'étaient les preuves d'une aisance, d'une connexion assez forte pour brouiller les frontières. Ma grand-mère avait l'habitude de dire « L'intégrité ne s'érode pas du jour au lendemain, elle se dissout doucement jusqu'à ce que le reflet dans le miroir appartienne à quelqu'un d'autre. » C'est ce que j'ai vu sur ces photos. Quand la diffamation publique a échoué à me briser, les menaces ont changé de ton. Des messages anonymes m'avertissaient de bien réfléchir. Une voiture a stationné devant mon portail pendant des heures une nuit. La peur a essayé de s'introduire, mais j'avais appris la discipline en étant aidante, le calme sous le chaos. Alice a insisté pour que nous restions silencieuses publiquement. Ils utiliseront votre défense comme un aveu, a-t-elle dit. Alors nous avons travaillé discrètement, empilant les faits comme des briques. Mon appartement s'est rempli de dossiers et de chronologies, chaque ligne reliant le pouvoir de ma mère à la faveur de la juge. Cela ne ressemblait plus à une maison, mais au plan d'architecte de la corruption. L'empire d'Hélène fonctionnait au contrôle, le mien apprenait la patience. Elle avait toujours gagné en criant plus fort, je gagnerais en étant exact. Chaque document devenait son propre verdict, chaque photo un miroir qu'elle ne pouvait fuir. La connexion finale est arrivée un soir dans une archive d'événements oubliés, la juge Martin avait officié lors du gala d'ouverture de la première campagne d'Hélène. Sa signature trônait à côté de celle de ma mère sur la liste des parrains, l'encre préservée sur papier glacé. C'était petit, presque élégant, et accablant. J'ai fixé la preuve sous la lampe de bureau, la lueur rendait mes mains pâles, stables, délibérées. Quelque part entre la peur et la fatigue, une réalisation a fait surface, ce n'était plus une question d'héritage, c'était une question de mise à nu. Pendant des années, elle avait construit une machine pour façonner la perception des gens, maintenant, cette même machine avait laissé une trace trop complexe pour être effacée, et la pression qu'elle avait conçue pour moi commençait à l'écraser elle-même. Le matin est arrivé sans promesse, le ciel était un drap pâle au-dessus de Valmont, sa couleur indifférente à la tempête qui se déplaçait silencieusement en dessous. Chaque bataille a besoin d'une structure, a dit Alice. J'ai pris son conseil au pied de la lettre. Mon salon est devenu une salle de guerre, les dossiers empilés, les chronologies épinglées sur un tableau en liège. Je n'avais pas besoin de rage pour me battre, j'avais besoin de rythme. Chaque document semblait plus lourd que du papier, il portait des années du sentiment de droit divin de ma mère, les empreintes d'un système conçu pour la protéger. La conseillère Hélène Delacroix n'était pas juste une mère défendant sa fierté, elle était une personnalité publique défendant son image, et l'image avait des règles plus tranchantes que la loi. Maître Alice Girard a passé en revue chaque fichier avec la patience d'un chirurgien. Elle a construit notre dossier pièce par pièce, transformant les soupçons en séquences logiques. Je l'ai regardé transformer ma peur en preuve, mes souvenirs en logique. Le processus m'a d'abord engourdi, il exigeait de la discipline, pas de l'émotion. Pendant que les autres vivaient leur vie, je vivais dans les registres, les avis d'imposition, les reçus de dons, les transferts de propriété. La monotonie est devenue une sorte de prière. Entre les lignes de chiffres, un motif s'est précisé, la juge Valérie Martin apparaissait encore et encore, listée dans les conseils d'administration caritatifs, taguée dans les bulletins de campagne, photographiée aux collectes de fonds organisées par le comité de ma mère. La connexion n'était plus une coïncidence, c'était une architecture. Hélène avait toujours maîtrisé les apparences, l'amitié avec une juge n'était pas de la corruption lorsqu'elle était cachée sous la philanthropie. Chaque gala devenait un camouflage, chaque don un fil dans le même voile de soie. Le génie de sa stratégie était qu'elle semblait inoffensive, mais le papier ne ment pas et les caméras n'oublient jamais le contexte. J'ai commencé à collecter non seulement des documents mais des détails, les dates d'événements qui se chevauchaient, la séquence des dépôts financiers, la répétition des noms sur les listes d'invités.
Chaque découverte était une brique dans le mur qu'Alice voulait que je construise, une barrière faite non de colère, mais d'exactitude. Dehors, le récit restait bruyant. L'équipe de relations publiques de ma mère continuait son théâtre silencieux, affiches, interviews, œuvres de charité, tout parfaitement chronométré pour noyer tout soupçon de scandale. Elle souriait aux côtés d'enfants tenant des bourses que ma grand-mère avait jadis financées, réécrivant l'héritage en publicité. Regarder cela ressemblait à du deuil dans un nouveau costume. J'ai cessé d'attendre de l'équité. La justice, j'ai réalisé, n'était pas un équilibre, c'était de l'endurance. Plus il créait de pression, plus je devenais stable. Le corps humain s'adapte, le cœur humain apprend la retenue. Alice a déposé des requêtes préliminaires, anticipant la tempête. Chaque brouillon passait entre ses mains jusqu'à ce que le langage devienne une arme. Elle croyait en la précision comme les soldats croient en leur gilet pare-balles. Laissez les preuves parler avant vous, m'a-t-elle dit une fois, et j'ai compris qu'elle ne parlait pas de stratégie judiciaire, mais de survie. Les nuits se fondaient en matins calmes, le sommeil devenait optionnel. Je me réveillais avec des idées pour recouper les fichiers, vérifier les horodatages, authentifier les signatures. La peur n'avait plus de place pour grandir dans cette routine. Un soir, en classant des photographies par ordre chronologique, j'ai remarqué quelque chose de subtil, la même composition florale sur 2 scènes d'événements distincts à des années d'intervalle. Les listes de sponsors étaient identiques. Sous le décorum imprimé gisait un schéma clair d'interdépendance financière entre l'association de la juge et le fonds de réélection de ma mère. Cette petite répétition, inaperçue pour la plupart, est devenue le fil qui reliait tout ensemble. Alice l'a confirmé en quelques heures, les registres s'alignaient parfaitement. Ce n'est pas de l'influence, a-t-elle dit en scannant les papiers, c'est de l'infrastructure. Elle avait raison. Ce que j'avais découvert n'était pas de la corruption née du désespoir, c'était une architecture bâtie sur des années, stable et délibérée. Cela expliquait pourquoi chaque porte à laquelle j'avais essayé de frapper s'était fermée poliment devant moi. Le réseau ne protégeait pas l'innocence de ma mère, il protégeait sa propre convenance. J'ai réalisé alors que le mur que je construisais n'était pas juste une défense, c'était un confinement, un moyen de piéger le système qui m'avait acculé. Chaque document resserrait l'espace autour de leurs mensonges jusqu'à ce que le mouvement devienne impossible. À la fin de l'hiver, notre dossier était prêt. Alice a assemblé les preuves en séquence que même un esprit partial ne pourrait ignorer. J'ai mémorisé chaque pièce à conviction, chaque heure, chaque nom. Quand la peur essayait de parler, je la remplaçais par des données. Quelque part dans cette discipline, l'équilibre a basculé. La campagne de ma mère semblait impeccable de l'extérieur, mais en interne, son contrôle se fissurait. Des démissions anonymes ont fait surface parmi son personnel, 2 sponsors ont retiré leur soutien citant des soucis éthiques. Son silence devenait plus bruyant, et le silence était la seule chose que j'avais appris à lire. Le mur était complet, non de briques, mais de vérité, si méticuleusement arrangé qu'il pouvait résister à tout ce qui était bâti sur la prétention. Et alors que la date du procès approchait, je comprenais la satisfaction tranquille que ma grand-mère avait dû ressentir dans chaque acte de patience, car la vengeance, lorsqu'elle est construite soigneusement, ne crie pas, elle reste debout. Le matin semblait stérile, comme si le temps lui-même avait été désinfecté. Devant le palais de justice, les journalistes attendaient, leurs objectifs levés comme des armes. À l'intérieur, le silence pesait lourd, l'odeur du bois verni se mêlait à quelque chose de plus froid, l'anticipation. J'ai pris place, respirant l'immobilité qui précède un verdict. La conseillère Hélène Delacroix était assise de l'autre côté, enveloppée dans un calme trop parfait pour être réel. Son avocat, Maître Bernard, arrangeait ses notes avec une précision théâtrale. Entre eux, le pouvoir bourdonnait comme de l'électricité derrière une vitre. Au siège, la juge Valérie Martin semblait posée, presque détachée, seul moi connaissais la faille sous son calme, des années de connivence habillées en amitié. L'air lui-même semblait en être conscient. Quand l'audience a commencé, Maître Bernard a parlé avec le rythme de la manipulation, ses arguments étaient répétés pour sembler humains, un appel à la moralité, pas à l'avidité. Il m'a dépeinte comme égarée, trop jeune pour comprendre la responsabilité d'un héritage. Chaque phrase essayait de me réduire à quelque chose de fragile. Je n'ai pas réagi.
Alice m'avait enseigné la discipline de l'immobilité, les laisser s'épuiser d'abord. L'audience s'est étirée comme un élastique, l'horloge tournait sans pitié, chaque minute tirant plus fort. Je pouvais sentir l'assistance bouger, la sympathie étant modelée par le ton plutôt que par la vérité. C'était le plus grand talent de ma mère, la performance confondue avec la sincérité. Quand son tour est venu, Hélène a livré ce qui ressemblait moins à un témoignage qu'à un discours de campagne. Elle a parlé de communauté, de sacrifice et d'une fille qui avait perdu son chemin. Sa voix tremblait à tous les bons moments. Pour quiconque ne la connaissait pas, cela aurait été émouvant, pour moi, c'était une chorégraphie. Puis ce fut mon tour. Je me suis levée, portant le dossier qui était devenu à la fois bouclier et épée. La salle a semblé rétrécir alors que je marchais vers la barre. La lumière au-dessus du siège de la juge se reflétait sur le sol poli comme un avertissement. Les faits n'ont pas besoin de volume, ils ont seulement besoin d'ordre. La voix d'Alice résonnait dans ma mémoire alors que j'ouvrais le premier fichier. Chaque pièce s'appuyait sur la précédente, registre de dons, photographies, correspondance, chaque couche révélant le réseau discret entre la juge et ma mère. Pas d'accusation, juste un alignement. Des motifs si précis qu'ils n'avaient pas besoin d'interprétation. Quand la dernière photographie a glissé sur la table, l'énergie dans la salle a changé. Elle montrait la juge Martin debout aux côtés d'Hélène à un pupitre de collecte de fonds, mains jointes, sourires identiques. L'image était inoffensive seule, mais dévastatrice dans le contexte. Le silence qui a suivi semblait vivant. Même le stylo de maître Bernard a cessé de bouger. Pendant une fraction de seconde, le contrôle de la juge s'est fissuré, son souffle s'est coupé, sa main a tremblé. Puis, par instinct, elle a hoché la tête, acquiesçant à la déclaration antérieure de ma mère sur mon indignité. Ce minuscule mouvement a suffi. Le masque s'est brisé à la vue de tous. Je n'avais pas besoin de parler, la vérité avait parlé par la posture, par la réaction, par la petite trahison de l'instinct humain. La demande de récusation déposée par Alice a suivi le battement de cœur suivant. Le tribunal s'est figé alors que la juge luttait pour retrouver son calme, mais le professionnalisme ne pouvait défaire ce que le public avait déjà vu. La décision de Valérie Martin fut rapide, mécanique, dépouillée de confiance. Elle a validé le testament, confirmé mon héritage et rejeté toutes les accusations d'abus de faiblesse. Sa voix vacillait à travers la déclaration finale, chaque mot étant un acte de limitation des dégâts. Le visage d'Hélène restait immobile, mais l'immobilité était différente cette fois, ce n'était pas de la stratégie, c'était le choc. Le contrôle avait toujours été sa religion et je venais de transformer sa foi en pièce à conviction. Quand la séance a été levée, le son a résonné comme une clôture devenue physique. Les journalistes ont bougé les premiers, chassant les citations, chassant le chaos. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé ma mère se lever, son expression oscillant entre l'incrédulité et le calcul. Ce moment, la seconde où elle a réalisé que le récit ne lui appartenait plus, fut la victoire la plus silencieuse que j'ai jamais connue. Les jours qui ont suivi se sont confondus, cousus par les gros titres et le bruit de fond. Le palais de justice s'est vidé, mais son écho est resté. Dehors, les journalistes transformaient des fragments de mon histoire en monnaie d'échange. À l'intérieur, le silence de la victoire semblait trop lourd pour être célébré. Gagner ne ressemblait jamais à un triomphe, cela ressemblait à l'horloge qui expire enfin après avoir retenu son souffle trop longtemps. La juge Valérie Martin a remis sa démission en moins d'une semaine, invoquant des raisons de santé personnelle. Le communiqué était court, les conséquences plus longues. Le Conseil supérieur de la magistrature a ouvert une enquête avant même que l'encre de sa démission ne sèche. Chaque rapport révélait un autre fil, dons de campagne, apparitions privées, favoritisme déguisé en philanthropie. Son nom est devenu synonyme d'éthique compromise. La conseillère Hélène Delacroix a suivi rapidement la même pente. Le conseil municipal a lancé une revue éthique interne. Les donateurs se sont évaporés, les anciens alliés se sont détournés pour prendre leur distance. Sa permanence électorale a fermé du jour au lendemain, ses vitrines tapissées de papier blanc là où ses slogans trônaient autrefois. Ses réseaux sociaux se sont remplis de silence. Et pour une femme qui avait bâti sa vie sur la visibilité, la disparition était la sentence la plus cruelle. Je n'ai rien lu de la couverture médiatique.
Alice s'occupait de tout, déposant les motions finales, archivant chaque document pour référence future. Elle a dit que nous avions fait plus que gagner, nous avions exposé un système. Ce mot exposé sonnait clinique, détaché, mais l'exposition n'est jamais indolore, elle brûle. La nuit, je sentais la brûlure le plus vivement. Mon téléphone vibrait de félicitations, je ne savais pas comment répondre. La gratitude semblait déplacée, la vengeance semblait creuse. La justice est plus calme que les gens ne l'imaginent, elle ne rugit pas, elle libère. À Valmont-sur-Seine, les gens ont commencé à réécrire leurs allégeances, les mêmes voix qui louaient autrefois le leadership de ma mère louaient maintenant la responsabilité. Le changement était chirurgical, impersonnel, inévitable. La politique ne s'excuse pas, elle s'adapte. Je suis passé devant le tribunal quelques jours plus tard, les marches semblaient différentes, bien qu'inchangées. J'ai réalisé que les lieux ne portent jamais le poids, ce sont les gens qui le font, et ceux qui portent la vérité finissent par la déposer, non pas parce qu'ils ont fini de se battre, mais parce qu'ils sont fatigués de la porter seuls. Le cabinet d'Alice a appelé avec les confirmations finales, la succession était officiellement mienne, chaque propriété, chaque action, chaque euro que ma grand-mère m'avait confié. La loi avait parlé, il ne restait plus rien à contester. Pourtant, au moment où j'ai signé la dernière page, je n'ai pas ressenti la richesse, j'ai ressenti la gravité. L'écriture de ma grand-mère a traversé ma mémoire, la gentillesse doit survivre à la peur. La phrase résonnait comme un défi silencieux à tout ce que ma mère avait représenté. Hélène n'a jamais repris contact, pas d'excuses, pas de déni, pas même de colère. Son silence a semblé stratégique au début, mais plus tard j'ai compris que c'était l'absence de pouvoir, et elle n'avait pas de langage pour cela. Le cycle de l'actualité a continué, comme il le fait toujours.